Faut le faire aujourd'hui avec une éditrice. 14 ans chez Flammarion, 20 chez Plon. Elle est aujourd'hui à la tête des éditions de l'Observatoire, une maison qu'elle a fondée et qui multiplie les signatures prestigieuses. Pêle-mêle, Nicolas Sarkozy, Michel Platini, Michel Onfray et même le pape François. Bonjour Muriel Béillard. Bonjour. Vous faites ce métier depuis plus de 20 ans. C'est quoi exactement une éditrice ? C'est très compliqué cette question. Souvent les gens me posent cette question en disant mais au fond vous recevez les livres et après qu'est-ce que vous faites ? Alors je leur dis vous savez je suis pas une petite télégraphiste, je n'amène pas le texte à la fabrication directement en portant petit paquet. Il faut séparer la littérature et les documents. Le travail est tout à fait différent. En littérature, vous ne rendez pas écrivain quelqu'un qui ne l'est pas. En revanche, quand vous lisez un texte, l'habitude fait que vous avez peut-être un roman qui n'est pas au point, mais vous sentez qu'il y a une écriture, qu'il y a une musique. Et là, c'est l'intuition, un peu le savoir-faire quand même, de se dire on va pousser cet auteur le plus loin qu'il puisse aller. Vous ne recevez jamais des textes, ou vous n'avez jamais des textes, même des auteurs confirmés, souvent, qui peut partir directement en fabrication. Et qu'est-ce qui guide cette intuition ? À quel moment vous vous dites tiens, là, il y a quelque chose, je voudrais bien publier cet auteur, ce texte ? La musique, l'écriture. Vous savez, mon mentor, c'est Françoise Verny, qui était une grande éditrice chez Flammarion. Même si Françoise Verny n'a pas la tête d'une chasseuse de tête, elle a pourtant découvert et lancé quelques-uns des plus gros tirages du box-office littéraire, comme Lucien Bodard, Bernard-Henri Lévy, Alexandre Jardin ou Yann Kefelec. Chaque semaine, les vitrines des libraires, même les plus modestes, lui doivent quelque chose. Et qui me disait, au fond, tu ne rendras jamais écrivain quelqu'un qui ne l'est pas. C'est-à-dire, soit il y a une musique et tu y vas, tu le fais travailler, soit il n'y a pas de musique et tu feras rien. Prenons l'exemple d'Abel Quentin qui a publié son premier roman Sœur chez vous aux éditions de l'Observatoire en 2019. C'est ça. Il a été nommé au prix Goncourt des lycéens. Vous lisez son premier manuscrit, il vous plaît ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? D'abord, c'est très rare d'avoir un roman qui arrive par la poste et qui vous attire et qui vous. Voilà, ça peut arriver. Nous, on les regarde tous. Mais là, c'était arrivé par un autre écrivain qui me dit voilà, Abel Quentin. Qui s'appelle d'ailleurs pas Abel Quentin, c'est un pseudo, comme vous savez, il est avocat. Il s'appelle Albéric de Gaillardon, et la première des choses, je me suis marrée quand il est arrivé, j'ai dit déjà, vous prenez un pseudo, quoi. Albéric de Gaillardon, ça va pas le faire. Donc, on se marre, et bon, et faut le rendre sexy, en fait. Voilà, il fallait quand même. Et moi, j'avais lu ce manuscrit Sœur, et il y avait deux choses qui sont un bonheur d'éditrice. Il y avait un style, et il y avait un sujet. Parce qu'il avait un sujet extrêmement fort, qui était lié à sa carrière d'avocat d'ailleurs, puisqu'il avait défendu l'histoire de Sœur, c'est une jeune fille qui se radicalise et qui n'est pas du tout dans un milieu de personnes issues d'immigration. C'est dans un milieu bourgeoisie moyenne, etc. Et comment tout le processus de radicalisation. Et donc, c'était très intéressant parce qu'il avait eu affaire à ça et on sentait un vrai vécu et une vraie analyse de la société. Donc, vous êtes séduite par le style, Je suis séduite par le style, par l'histoire. Il y a quand même du travail. Alors, c'est un jeune auteur, donc ils sont quand même en demande. Je pense qu'un auteur se méfierait beaucoup si l'éditeur lui disait tout de suite « c'est formidable, c'est bon, vous avez vos épreuves dans 15 jours ». Avec un auteur plus confirmé, il faut savoir à quel moment vous vous arrêtez. Parce que le danger pour un éditeur, c'est de s'approprier le livre. Or, ce n'est pas le nôtre. Ça peut ne pas être votre univers. Il m'arrive même d'éditer des romans qui ne sont pas ma tasse de thé, mais je sais que ça va toucher un public. À un moment, il faut s'arrêter. Voilà. Dans ces suggestions, donc ça peut être le titre, ça peut être la narration, ça peut être les personnages. C'est très différent d'un auteur à l'autre. Dans le cas d'Abel Quentin, c'était plutôt une histoire de structure et de logique narrative, et peut-être des coupes, des petites coupes d'ici là, mais c'était pas grand-chose. On peut avoir un très beau style, une très belle histoire, et ne pas très bien savoir la raconter. Donc là, on a un vrai rôle de structure. Je pense que notre travail, c'est surtout travailler sur la structure. Encore une fois, le style, non, c'est le leur et c'est tout. Vous faites ces corrections. Maintenant, il faut donner envie au lecteur d'acheter le livre. Comment vous vous y prenez ? On travaille sur la couverture. Je le fais toujours en accord avec l'auteur, parce que je pense toujours qu'un auteur doit porter sa couverture. On a le droit légalement d'imposer une couverture, sauf que je ne le fais pas. Je pense que c'est comme un vêtement, vous le portez bien ou vous le portez mal, mais en tout cas, c'est le vôtre. On présente aux équipes commerciales le livre avec des objectifs. Après, le représentant va partir sur le terrain et il y a ce qu'on appelle un retour d'objectif. Et là, fait une sorte de simulation sur un petit terrain. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me dis, Abel Quentin, si on reste sur cet exemple-là, il a tel potentiel, je demande telle mise en place. Et le représentant
écoute, il est motivé en principe pour que le libraire, au lieu d'en prendre 3, il en prenne 5. À ce moment-là intervient l'attaché de presse. Donc là, on fait ce qu'on appelle un plan média idéal. On connaît les goûts des journalistes, ou à peu près. Il ne faut pas croire que quand on envoie un livre comme ça, les journalistes se jettent dessus, surtout quand c'est un premier roman. Je pense qu'une attachée de presse, c'est une pré-journaliste. C'est-à-dire qu'avant, en amont, elle a lu le livre, elle connaît l'auteur, et elle sait ce qui est possible. C'est-à-dire que dans chaque journaux, vous avez des entrées différentes. Vous ne parlez pas de la même manière à tout le monde. Dans les émissions de télé et de radio, vous avez des gens en face de vous qui ne font pas tous la même chose. Donc il faut savoir comment on rentre. Et c'est un peu du pré-journalisme, c'est-à-dire conviction, explication. Donc c'est un métier très subtil. Dans cette stratégie, il y a évidemment la question du tirage. À quel moment, comment vous vous dites tiens, là, ça sera plutôt 1000 tirages pour ce premier roman, 2000, 5000 ? En fonction de la conviction, et là, on est vraiment dans le cœur du métier, c'est-à-dire l'intuition que ce livre-là a tel potentiel. Vous croyez complètement à l'auteur, mais vraiment, en disant, là, je tiens un auteur exceptionnel, donc on y va, et on demande souvent des tirages un peu plus hauts, peut-être que le marché ne le laisserait penser. Après, il faut être raisonnable parce que comme vous le savez peut-être, les libraires peuvent retourner, une fois qu'ils n'ont pas vendu, ils retournent et c'est aux frais d'éditeur. Un premier roman est visible en librairie à partir de 3000 exemplaires. Donc on se dit, si on y croit vraiment, on y va sur 3000. Et puis après, il y a des réassorts très vite. Voilà. Muriel Beyer, on va revenir en arrière. Pourquoi vous avez voulu devenir éditrice ? Alors d'abord, j'ai pas voulu devenir éditrice. On ne décide pas de devenir éditeur quand on habite Marseille et qu'on connaît absolument personne. Quand vous vivez en province, que l'édition se passe à Paris, c'est une sorte de rêve où vous dites non, j'ai pas les bons réseaux. Donc j'étais partie dans une toute autre voie, moi, de toute façon. D'abord un peu politique et puis après enseignante, parce que je fais des études de lettres. Donc c'était pas ça du tout. Et en fait, je crois que rares sont les gens qui se disent « je veux être éditeur ». Il y en a sûrement. Mais alors c'est le parcours du combattant que je n'ai pas eu. J'ai eu la chance de ne pas l'avoir. Parce que toute ma vie a été jalonnée par des rencontres. Et je pense que, si j'ai une qualité en tout cas, c'est de ne pas louper les opportunités. Voilà. Vous les saisissez. Je les saisis. Et je crois que ça a été ces rencontres. Pour moi, ça a été Jean Dutour, qui était venu inaugurer une manifestation à Marseille. Romancier et essayiste français à succès, auteur d'une œuvre prolifique, membre de l'Académie française depuis 1978, il est aussi célèbre pour sa participation quotidienne aux grosses têtes de Philippe Bouvard, dont il est la caution intellectuelle. Puis on avait une passion commune pour Stendhal. Après discussion, il m'a expliqué que ça serait bien que je sois dans l'édition et je me souviens avoir éclaté de rire en disant « mais oui, bien sûr, vous avez raison, c'est une très bonne idée, mais je connais absolument personne, donc oui, pourquoi pas ?» Et après, il a parlé de moi à Charles-Henri Flammarion et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'édition. Donc, il vous permet de rentrer chez Flammarion directement à Paris. À Paris. Vous êtes d'abord attaché de presse, je crois. Absolument. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, attaché de presse d'ailleurs, quand je suis arrivée. J'ai dit oui à tout, parce que je voulais. Alors du coup, là, je me suis dit, j'ai une chance formidable. Je rencontre Charles-Henri Flammarion. Je peux rentrer dans l'édition, peut-être. Et je vais me débrouiller. Vous franchissez pas à pas les objectifs et vous devenez directrice de la communication. Absolument. En quoi ça vous aide aujourd'hui dans votre métier d'éditrice, se passer cette carrière ? Je sais, ou j'ai l'intuition, mais je sais un peu, je dirais aujourd'hui quand même, j'ai plusieurs années de pratique derrière moi, ce qu'on peut attendre d'un livre en médias. Et je travaille d'ailleurs main dans la main avec des attachés de presse. On fait vraiment les plans médias ensemble, on discute ensemble. Ça m'arrive de dire, cet essai, il aura peut-être pas énormément de presse, mais il faut quand même le faire. Et c'est des choses qu'on sent et il ne faut pas se dire qu'à chaque fois, on aura toute la presse, ce que se disent souvent certains éditeurs. Je publie un livre génial, il doit avoir de la presse. Je pense que le trio gagnant pour un livre, c'est l'auteur, l'éditeur et la communication. Ça doit travailler comme ça. Chez Flammarion, vous observez beaucoup celle dont vous avez parlé tout à l'heure, Françoise Verny, qui est une grande éditrice. Vous commencez même à travailler avec elle sur des textes. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés ? Ça, le trio gagnant. C'est-à-dire qu'avec Françoise Verny, je n'étais pas du tout une attachée de presse qui avait le livre un peu au dernier moment et débrouillez-vous pour le lancer. J'étais associée en amont. On discutait beaucoup à la fois de la communication possible, de la bonne date de sortie, de la couverture, du titre. Enfin, il y avait des associations très en amont. Pour vous, l'un des tournants chez Flammarion, c'est la publication du livre de François Bayrou. Absolument. Henri IV, Le Roi libre. Oui.
Pourquoi c'est un tournant ? C'est un tournant parce que c'était la première fois où j'étais éditrice à part entière, puisqu'il ne s'entendait pas avec Françoise Verny du tout. Donc ça s'était très mal passé. Donc, vous saisissez l'opportunité ? Oui, puis je lui dis. Je dis à Françoise Verny, écoute, on s'entend très bien, François Bayrou et moi, j'ai commencé à travailler des textes. Voilà. Donc j'ai pris ça en main, un peu contre tout le monde, je dois dire, puisque Charles-Henri Flammarion n'aimait pas trop le mélange des genres. Qui était le patron de Flammarion à l'époque. Le PDG de Flammarion, il pensait que je devais m'occuper de communication, ça tournait plutôt bien et que j'avais pas à me mêler de ça. Donc ça a été un peu contre tout le monde. Et il se trouve que ça a été un grand tournant puisqu'il a fait un score absolument incroyable. Il a vendu plus de 450 000. Et ça vous a installé comme éditrice ? Alors c'était le début, parce que c'est quand même assez long le processus de passer de la communication à l'éditorial, parce que l'édition, surtout à cette époque, mais c'est encore un peu vrai aujourd'hui, était assez figée. Chacun à sa place. En 1997, vous rentrez comme directrice littéraire chez Plon, voilà. Cette fois. Absolument. Vous devenez pour le là, coup je deviens pleinement éditrice, oui. Comment on franchit le cap ? Grâce à la confiance de quelqu'un. C'est-à-dire la confiance d'Olivier Orban, qui était le patron des éditions Plon à l'époque. Plon et qui, effectivement, n'avait pas cette vision un peu... chacun son poste, chacun, voilà. Et beaucoup d'auteurs étaient très proches de moi, dont Alain Duhabel, François Bayrou, enfin, qui avaient déjà travaillé avec moi. Donc ça, Olivier Orban a saisi cette opportunité et puis il m'a dit, écoute, voilà, tu passes le cap. Là, on a évoqué votre trajectoire personnelle, mais pour quelqu'un qui voudrait devenir éditeur, ce serait quoi le parcours idéal ? Qu'est-ce que vous lui conseillerez ? Les stages. C'est apprendre ce métier par des stages. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et des alternants. Moi, j'ai embauché pas mal de gens qui sont venus comme apprentis alternants et qui étaient très bons et qu'on a gardés. Je pense que ça, c'est très bien. Et puis, il y a des formations pour ça. Chez Plon, vous développez une spécialité dans les livres politiques. Vous avez plusieurs auteurs phares. Vous avez évoqué tout à l'heure Alain Duhamel. Ça peut être aussi Jean-Luc Mélenchon, Natacha Polony. Mais l'auteur phare que vous parvenez à attirer, c'est Nicolas Sarkozy. Vous ne pouvez pas échapper à cette question. Non. Le premier livre que vous publiez avec lui, c'est La France pour la vie, en janvier 2016. Et vous allez en publier un second. Cette fois, ce sera Tout pour la France. C'est seulement 6 mois après. Et pour le vendre, pour créer l'événement, vous avez une stratégie. J'ai une stratégie. C'est de dire, au fond, on va garder le secret jusqu'au bout. Et puis, on va faire porter dans toutes les rédactions, au même moment, les livres partout. Et c'est ce qu'on fait. Et je mobilise tout le service de presse, les assistants, tout le monde. On appelle et on dit voilà, on va vous envoyer un paquet. Là, c'est le livre de Nicolas Sarkozy. Alors la bombarde de combat. Et c'est effectivement un événement. Deuxième invité d'RTL Soir, la directrice des éditions de l'Observatoire. Bonsoir Muriel Beyer. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. L'annonce a donc été faite vendredi à la surprise générale. Nicolas Sarkozy publie donc chez vous. Le secret était extrêmement bien gardé. Alors ce secret, ça demande quand même un peu de technicité. C'est-à-dire que c'est des palettes noires. Personne ne sait ce que c'est. Maintenant, on ne peut pas le faire à chaque fois parce que chaque fois que je dis aux représentants nous avons un coup formidable, ils disent tout de suite c'est Sarkozy. C'est pas toujours Sarkozy. Mais ils disent toujours c'est Sarkozy, voilà. Mais il y a pris goût et il veut toujours que ça se passe comme ça. Mais le secret est moins bien gardé quand même. Quand est-ce qu'on prend du plaisir quand on est éditrice ? Tout le temps. C'est un métier de passion. Moi, je suis dans un dîner, je me dis tiens là, il y a quelque chose d'intéressant. Je discute en permanence sur les sujets de société. Je crois que ça fait partie de la vie tout le temps. Muriel Beyer, vous dites souvent qu'un bon éditeur, c'est quelqu'un qui publie le bon auteur au bon moment. Sur la non-fiction, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut anticiper. Ça veut dire que, pour vous donner un exemple très concret, si un jeune éditeur, en général c'est les jeunes éditeurs, qui viennent me voir en disant il y a un super dossier dans un news magazine, on pourrait faire un livre. Je dis c'est trop tard, vous pouvez repartir dans votre bureau. Notre boulot, c'est d'anticiper. C'est d'anticiper, de sentir les mouvements dans la société et de nous créer l'événement. C'est pas suivre un média. Une fois que le média a fait son dossier, c'est mort, c'est fini, on passe à autre chose. Notre métier, c'est cette intuition sociétale. Comment on sent ça ? Comment on a ces alertes ? Beaucoup de rencontres. On sent l'air du temps. Après, il faut tirer le fil. Je vous donne un exemple. Là, je vais publier La fabrique de l'enfant transgenre. On sent que il y a un grand mouvement autour, effectivement, des transgenres, des questions qu'on se pose, des questions d'identité. Et je me dis, il y a un vrai phénomène, clairement, mais il faut demander à une pédopsychiatre comment ça se passe.
Qu'est-ce que ça veut dire, les parents qui viennent vous voir avec un gamin de 5-6 ans qui ne sait pas très bien qui il est, ce qui est normal à 5-6 ans. Comment ça se passe ? Et je demande à Caroline Iliachev, il se trouve qu'elle s'interrogeait beaucoup sur ces questions-là. Vous voyez, c'est ces rencontres de phénomènes de société, mais un peu décalés pour avoir toujours de la réflexion. En décembre 2016, vous quittez Plon, vous fondez votre propre maison, les éditions de l'Observatoire. Et là, vos auteurs phares vous suivent directement, comme Alain Duhamel ou Nicolas Sarkozy. Comment vous avez construit cette relation durable entre auteur et éditeur ? Alors, c'est une relation basée sur la confiance, bien sûr, c'est la palissade, le professionnalisme. Et surtout, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on travaille avec des auteurs. Il ne faut pas du tout considérer qu'on travaille avec eux uniquement au moment où ils ont fini leur livre ou leur livre sort. C'est tout le temps. C'est-à-dire que ce sont des personnes que je vois toute l'année, tout le temps, et on discute sur plein de sujets. Ça permet d'affiner les idées qu'ils ont. Alain Duhamel, par exemple, il réfléchit, il me dit « j'ai 3 idées, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc on travaille un peu toute l'année, au fond. C'est le cas avec Luc Ferry, qui réfléchit à plein de sujets, et c'est en discutant, en parlant sur les dates de sortie, sur le bon sujet au bon moment, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça qui crée le lien, un lien de vraie confiance. Vos auteurs vous suivent, mais lorsque vous fondez cette maison, il faut aussi étoffer votre catalogue, amener des noms prestigieux pour installer cette nouvelle maison. Vous parvenez à publier Frédéric Beigbeder, Alexandre Jardin, Olivier Guèze. Comment vous faites pour convaincre ces noms prestigieux ? Alors souvent, ça peut passer aussi par des agents. François Samuelson, qui est l'agent de Frédéric Beigbeder ou d'Olivier Guèze, me connaît, on discute. Et souvent, je lui ai dit, écoute, un auteur comme Beigbeder, il publie ses romans chez Grasset, il est très bien et très heureux, mais il y a toujours des chemins, c'est le cas d'Olivier Guèze aussi, mais il y a des chemins de traverse. Ces auteurs-là peuvent avoir envie d'écrire autre chose, d'avoir envie d'écrire de la non-fiction, c'est le cas des deux, là, justement, que je viens de citer. Et là, effectivement, François Samuelson le sait. Ça fait partie aussi des réseaux et des liens, où il sait que j'aurais envie d'avoir ce type d'auteur pour d'autres choses que leur roman, puisqu'encore une fois, ils sont dans une maison, ils sont fidèles. Donc vous sentez une opportunité, vous leur proposez pourquoi pas un thème, une thématique. Un thème, une thématique, ils rencontrent un peu leur sujet. Encore une fois, je travaille beaucoup avec leur agent aussi, qui est un vrai agent, qui discute aussi beaucoup du fond. C'est pas juste prendre 10% selon les séries bien connues, c'est quand même aussi travailler intellectuellement. Et donc c'est le cas. Donc voilà. Ça Est-ce qu'il faut aussi surenchérir financièrement pour les convaincre de venir ? Non, pas forcément. C'est pas. Vous savez. Ça, c'est une vieille lune, cette histoire des avaloirs, parce qu'évidemment, on dit les avaloirs, c'est l'avance qu'on donne, qui est une avance sur droit, en fait. C'est une avance sur droit, et donc l'auteur va toucher ses premiers pourcentages de droit une fois que cette avance est couverte. C'est donc juste une avance sur droit. Et c'est souvent là-dessus que les éditeurs discutent. Aujourd'hui, je vous dirais que dans les grands groupes et les grosses maisons, on propose à peu près toujours la même chose, à quelques euros près ou dizaines d'euros près selon l'importance de l'auteur. Mais c'est pas là-dessus que ça joue. Très souvent, on est en concurrence avec d'autres maisons, par exemple sur des achats de livres étrangers, de romans étrangers. Là, ça passe toujours par des agents, donc il y a des enchères. Et en fait, on s'aperçoit qu'on arrive beaucoup à convaincre sur le travail éditorial. Aux éditions de l'Observatoire, l'un de vos premiers coups, en tout cas l'un de vos coups phares, ça a été de publier le livre d'entretien du sociologue Dominique Volton avec le pape François. Absolument. C'est une conversation sans précédent. Jamais le pape François ne s'était ainsi confié. 14 entretiens accordés à un Français, le chercheur Dominique Volton. Comment ça s'est passé ? Alors ça s'est passé d'une façon absolument incroyable. Souvent dans l'édition, il y a des petits miracles. Je suis allée dans une exposition de photos où je ne devais pas aller et je rencontre Dominique Volton que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Il se trouve que Dominique Volton, je l'ai connu chez Flammarion, qu'on avait des bonnes relations et voilà. Et son fils exposait dans cette galerie. Et donc, il me montre la photo de son fils, bref, on se parle et tout, puis il me dit « Ah, mais j'ai vu que tu voulais monter une maison, j'ai peut-être quelque chose pour toi. » Bon, je me dis, il va encore m'expliquer la communication, l'histoire de la communication, l'évolution de la communication. Mais comme il est sociologue. Vous voyez, voilà, il est sociologue de la communication. Donc, je me suis dit, il va encore m'expliquer que les médias, tout ça a changé, etc. Bon, j'ai dit, OK, viens me voir. Et puis, bon, voilà, je le trouve extrêmement sympa. Je lui donne rendez-vous et il m'amène un énorme truc, un classeur énorme. Et il me dit, tu sais ce qu'il y a là-dedans ?
Non. Il me dit, c'est des entretiens avec le pape François. J'ai cru franchement qu'il avait fumé la moquette. J'ai dit là, je ne sais pas de quoi il me parle. Lui, il est un peu agité, mais là, ça va très très mal, hein, franchement. Et il me dit, mais oui, alors il me raconte qu'il avait proposé au pape François de le rencontrer pour parler de la communication du Vatican, et qu'ils avaient sympathisé, et qu'il a fait plein d'entretiens, et qu'il a tout ça, et que le pape... 14 entretiens. 14 entretiens, énormes, en vrac, hein, il faut bien dire. Et il me dit, et j'ai proposé au pape François d'en faire un livre, et il est d'accord. Bon. Là, vous sentez un coup, peut-être ? Là, je sens quand même qu'il y a quelque chose. Ça a été extrêmement compliqué, je dois vous dire, cette histoire, parce que tous les écrits du pape sont gérés au Vatican. Et là, le pape, il avait pris un chemin de traverse quand même. Il avait vu Volton en dehors de tout, voilà, et il lui avait dit OK pour le livre, mais personne n'était au courant. Et quand nous, on est allé téléphoner justement au Vatican, ils nous disent non, pas du tout, enfin, il n'y a pas de livre du pape. Vous plaisantez, enfin, on le saurait. Et là, ça a été extrêmement compliqué jusqu'au moment où, avec la complicité et de Dominique Volton, qui avait bien cette relation avec le pape, c'était pas du pipeau du tout, plus le secrétaire particulier du pape François, et ben c'est le pape François qui m'a envoyé un mail. J'ai un mail du pape François qui me dit oui, ok, très bien, j'ai prévenu mes équipes, etc. Donc c'est ces petits miracles, ça. Voilà. Et j'avais les droits mondiaux. Formule à propos. Et oui, exactement, c'était le miracle du pape François. Et j'avais en plus les droits mondiaux. Ces coups médiatiques, ces signatures prestigieuses, est-ce que c'est aussi une manière de vous offrir une liberté pour publier des auteurs qui sont moins connus ? C'est un juste équilibre entre les grosses ventes, évidemment, et les découvertes aussi. Il y a des découvertes d'auteurs qui sont très importantes, parce qu'un éditeur qui se contenterait de faire 10 best-sellers par an, si toutefois il les trouve. Mais pour moi, le métier d'éditeur, c'est pas ça. Il y a les best-sellers qui, effectivement, équilibrent budgétairement la maison, mais il y a la découverte des auteurs. Parce que sinon, si on ne fait pas ça, demain, il n'y a plus personne. Et comment on parvient à créer une cohérence dans son catalogue ? J'allais vous dire, basiquement, l'idée de l'éditrice. Il y a une vraie ligne à l'Observatoire. On est anti-woke, on est anti-cancel culture, on est très engagé, et ça correspond quand même aux idées que j'ai envie de défendre. Parce que quand un éditeur m'explique non, mais tout est dans tout et n'importe quoi, non. Moi, je mets le nom de ma maison sur une couverture. Donc ça veut dire que je diffuse des idées. Donc il faut arrêter l'hypocrisie. Je diffuse des idées. Donc une maison d'édition, c'est comme un journal, ça a une ligne éditoriale. Ça a une ligne éditoriale. Et je pense que le lecteur sait à peu près ce qu'il va trouver. Et ça crée aussi quelque chose que je suis très fière d'avoir créé à l'Observatoire, c'est une communauté d'auteurs. Pour terminer, on a une dernière question. Quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir avant de commencer ce métier ? Je crois que c'est un métier qui est... Chaque éditeur est différent, chaque auteur est différent. J'aurais tendance à dire une grande adaptabilité. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'univers de chaque auteur. Et dans la mesure du possible, je pense qu'il vaut mieux pas se prendre soi-même pour un écrivain. Merci beaucoup Muriel Béliard d'avoir répondu aux questions de Faut le faire. Alors je vous dis merci. Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier. C'est disponible sur toutes les plateformes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter, ça nous permettra d'être vraiment mieux référencés. Vous pouvez aussi le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François Cesari, Théo Conscience et Stéphane Geneste.